Alors bonjour, je souhaite la bienvenue à tous à cette activité qui est organisée par l'antenne UQAC du CRIDAC. Dans le cadre de nos séries de conférences qu'on organise, on avait envie cette année, entre autres, de revenir sur la question des rapports Québec-Ottawa à la lumière de trois dossiers récents que vous connaissez tous. Donc, la gestion de la pandémie de COVID-19, la loi 21 sur la laïcité et le projet de loi 96 sur la langue française. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on a invité à partager leur réflexion avec nous trois de nos collègues, trois de nos estimés collègues, Stéphanie Chouinard, Félix Mathieu et François Rocher. Donc, première chose, on me demande de vous demander, je pense que c'est une bonne idée de laisser vos caméras ouvertes. Ça fait des échanges plus chaleureux avec nos participants quand on voit à qui on a affaire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais brièvement vous les présenter et puis ils prendront la parole à tour de rôle, en commençant par Félix, qui sera suivi de François et ensuite de Stéphanie. Et par la suite, nous ouvrirons au public pour la période de discussion. Alors, Félix Mathieu, d'abord. Félix est professeur adjoint au département de sciences politiques de l'Université de Winnipeg. Il enseigne dans les champs de la politique canadienne et de la politique comparée. Il est aussi chercheur régulier au Centre d'analyse politique, Constitution et fédéralisme, plus connu sous le nom de CAPCF. Ses travaux portent sur l'aménagement de la diversité nationale et ethnoculturelle dans les démocraties libérales contemporaines, sur le fédéralisme et les systèmes fédéraux, ainsi que sur la politique constitutionnelle au Canada et dans une perspective comparée. Avec Évelyne Brie, il a publié en 2021 Un pays divisé, identité, fédéralisme et régionalisme au Canada, paru aux presses de l'Université Laval, mais qui, semble-t-il, sera traduit aux presses de l'Université de Toronto sous peu. Et il fera paraître à l'été 2022 Taking Pluralism Seriously, Complex Societies Under Scrutiny chez McGill Queen's University Press. Il est chroniqueur régulier à la Presse Plus ainsi qu'à l'antenne d'ici Manitoba où il commente l'actualité politique canadienne, québécoise et manitobaine. François Rocher est professeur titulaire à l'École d'études politiques, dont il a été le directeur pendant 6 ans. Il a aussi été titulaire de la chaire de recherche Jean-Luc Pépin de l'Université d'Ottawa. Ses recherches portent notamment sur les questions liées à la diversité multiethnique et plurinationale, la citoyenneté, la politique constitutionnelle, le fédéralisme canadien et le nationalisme québécois. En mai 2016, la Société québécoise de sciences politiques lui a décerné le prix Excellence pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement de la science politique. Il a d'ailleurs été président de la Société québécoise de sciences politiques en 2001 et 2002, ainsi que de l'Association canadienne de sciences politiques en 2018-2019. Il a publié 3 livres, dirigé ou co-dirigé 15 ouvrages collectifs et écrit près de 160 articles dans des revues ou des chapitres de livres. Et finalement, Stéphanie Chouinard. Stéphanie est professeure agrégée de sciences politiques au Collège militaire royal de Kingston. Elle est aussi co-affiliée à l'Université Queen's. Ses recherches portent sur le fédéralisme, les droits des minorités linguistiques et des peuples autochtones et sur la politique judiciaire. Elle est fellow de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Alors, bienvenue à tous les trois. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On a très hâte de vous entendre et de pouvoir discuter avec vous. Alors, Félix, je te cède la parole. Merci beaucoup, chère Geneviève, pour l'organisation de la présente table ronde. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et d'aborder ces enjeux-là avec Stéphanie et François. D'autant plus heureux, en fait, que ce soit par rapport avec l'antenne UQAC du CRIDAC. J'ai eu l'occasion d'y enseigner, notamment un cours sur la politique canadienne l'hiver dernier. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelques-uns des étudiants auxquels j'ai eu l'occasion de côtoyer qui sont ici, le cas échéant. Mais bien le bonjour à nouveau. Donc, en fait, je voulais commencer, je m'étais préparé à commencer cette petite intervention-là en disant que lorsque je dois définir pour une raison quelconque ce qu'est la science politique à quelqu'un, je commence généralement par souligner qu'il s'agit fondamentalement d'une science carrefour et j'entends par là que la science politique vient emprunter des notions et des concepts à une foule de disciplines connexes pour s'organiser et c'est selon moi une grande force de la science politique. Mais j'en arrive rapidement à souligner qu'au final, eh bien, l'étude de la science politique, c'est fondamentalement l'étude des rapports de force institutionnels et sociétaux. Et c'est sans doute ce qui se retrouve au fondement même de toute analyse proprement politologique. Et donc, c'est peut-être la principale constante des analyses en sciences politiques, s'intéresser aux rapports de pouvoir. Et parce que finalement, ben, c'est à travers l'évolution, au gré de l'évolution des rapports de force, des luttes de pouvoir dans un espace sociétal, temporel, géographique donné, qu'on peut chercher à comprendre, interpréter, expliquer même le développement de nos sociétés, mais aussi plus largement de leurs architectures institutionnelles et constitutionnelles.
Bon, ces petits mots d'introduction étant dit, je vais passer au premier dossier à l'ordre du jour, celui donc de la gestion de la pandémie. Et pour l'essentiel, je m'appuie dans ce qui suit sur une analyse que j'ai réalisée et publiée avec mon collègue Dave Gannett dans la revue Les Cahiers de droit dans le numéro de juin 2021. Donc, j'extrapole un peu certains éléments qu'on a déjà abordés ensemble. Et d'entrée de jeu, eh bien, je pense qu'il importe de parler de ce dossier-là véritablement comme une crise sanitaire évidemment, mais une crise proprement politique pour tous les États, y compris le Canada. Parce que, au final, ce genre de crise a un effet durable sur l'évolution des rapports de pouvoir entre les partenaires, surtout lorsqu'on se retrouve dans un système fédéral. Et ce qu'on avait fait, Dave et moi, c'est qu'on était parti d'une démarche un peu hypothético-déductive que j'aimerais appliquer à la discussion d'aujourd'hui. On s'est intéressé notamment aux travaux de Casey Ware, l'un de ces géants en études fédérales, qui a fourni un matériau théorique d'une richesse immense pour le développement de plusieurs protocoles de recherche aujourd'hui. Et l'une de ses contributions théoriques qu'on retrouve notamment dans son ouvrage Federal Government, c'est qu'il dit, grosso modo, en temps de crise, les régimes fédéraux tendent à abandonner certains de leurs principes constitutifs forts pour réorienter leur système de gouvernance sur des bases à la fois plus unitaire et plus centralisatrice, question de pouvoir gérer de manière efficace et standardisée les effets, mais aussi les contre-coups de la crise. Évidemment, Ware ici avait en tête des crises de la sorte de celle des deux guerres mondiales, du crash boursier dans l'entre-deux-guerres. Donc, le contexte est différent, mais quand même, lorsqu'il s'intéresse à ces crises-là, il disait le cours normal des rapports de force institutionnalisés change et se voit complètement déstabilisé au profit d'une domination du centre. Il y a d'autres experts, on peut penser par exemple aux travaux de Edmond Orban, qui soulignent que ces crises et d'autres événements connexes finalement entraînent globalement, selon lui, une dynamique inévitable de centralisation dans les systèmes fédéraux, notamment en ce qui concerne les dimensions fiscales et économiques. Et donc, il y a grosso modo 2 ans ou précisément 714 jours, je l'ai compté par rapport au 13 mars 2020, eh bien, je pense qu'on était en droit de s'attendre à ce que la crise sanitaire, dont on était encore très loin d'apprécier à sa juste mesure, mais qu'elle allait corroborer, en moins en partie, les attentes théoriques posées par Ware et Orban. Et finalement, bien, à une certaine surprise de mon côté, à tout le moins, mais c'est davantage la résilience du fédéralisme canadien qui semble avoir prévalu ou la dimension de la gouvernance autonome pour les provinces, pour l'essentiel préservée de l'ingérence du centre, et à l'inverse même, où la gouvernance partagée, surtout par l'intermédiaire des relations intergouvernementales de diverses natures, elle fut même renforcée par ce qu'on observe plus largement dans les 2 dernières décennies. Donc, en ce qui concerne la dimension de l'autonomie des provinces, eh bien, plutôt que d'invoquer à ce moment-là, au milieu du mois de mars 2020, la loi fédérale sur les mesures d'urgence, loi qu'on a finalement appris à mieux connaître ces derniers jours, eh bien, on accepta de laisser les provinces gérer la crise en respectant, pour l'essentiel, le partage constitutionnel des pouvoirs. Et donc, l'explication ici tient, selon moi, précisément à l'évolution des rapports de force dans le développement des systèmes partisans au fédéral et sur la scène provinciale. C'est-à-dire que si cette crise s'était présentée en mars 2016, par exemple, je pense qu'on aurait eu droit à un tout autre spectacle. Il y aurait eu d'autres personnages qui se seraient retrouvés à l'avant-plan. Or, il y a 2 ans exactement, on était devant un gouvernement libéral minoritaire, pas tant populaire, pour le dire ainsi, face à des gouvernements provinciaux majoritaires et d'allégeance idéologique davantage conservatrices, qui, eux, étaient plutôt populaires. Je pense évidemment au Québec, mais aussi, j'imagine que Stéphanie y reviendra, mais en Ontario, ou encore on peut penser à Jason Kenney en Alberta, ou encore Brian Pallister au Manitoba, où je me trouve, qui, pour celles et ceux qui ne l'ont pas trop suivi la scène politique depuis, étaient des figures populaires à ce moment-là. Aujourd'hui, plus vraiment. Bref, en n'invoquant pas la loi sur les mesures d'urgence, Ottawa pouvait ultimement, selon moi, espérer pouvoir partager les bénéfices politiques dérivés des mesures sanitaires qui allaient être mises en œuvre par les provinces, mais sans pour autant être tenu responsable si un fiasco se présentait. Puis en fait, je me dis même, dans l'évolution des rapports de force ici, sans doute qu'à Ottawa, on se disait, devant un fiasco potentiel, eh bien, on pourrait sortir ultimement de notre poche arrière la loi sur les mesures d'urgence et s'imposer de cette manière dans les rapports de force pour sortir plus populaire. Mais ce moment-là n'est jamais vraiment venu. Il est venu, on pourrait dire, d'une certaine manière ces derniers jours, mais le contexte d'aujourd'hui est tout à fait différent de celui qui se présageait il y a 714 jours.
Mais justement, on voit avec cette mesure d'urgence un rapport de force complètement asymétrique entre Ottawa et Québec et les autres provinces plus largement, au profit, bien entendu, d'Ottawa. Et ben, je suis sûr que je ne suis pas le seul à être retourné lire la lettre de la loi fédérale de 88, mais dans les derniers jours, mais il est quand même intéressant, je trouve, d'y noter qu'on indique que le fédéral a certes l'obligation de consulter les provinces avant d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence et d'intervenir sur un territoire et dans les champs de compétences des provinces, mais il ne me semble pas y avoir d'obligation de résultat. Donc, il me semble qu'ici, on observe un ressort de certains rapports de pouvoir qui étaient institutionnalisés initialement au moment de la Confédération, il y a un peu plus de 150 ans, où Ottawa pouvait, à partir de certaines dispositions, en venir à imposer une logique qu'on pourrait dire impériale pour négocier les termes de la vie politique avec ses partenaires fédératifs. Et ça m'amène donc à parler des rapports de force dans le cadre de la gouvernance partagée en temps de crise. Et encore une fois, je ne pense pas apprendre grand-chose à qui que ce soit ici en rappelant que la gouvernance partagée, bien, ce n'est sans doute pas la plus grande force du régime fédéral canadien à travers le temps. Mais quand même, alors que tout semblait en limiter la portée en raison précisément de la non-congruence des familles politiques au pouvoir dans les provinces à Ottawa au début de la pandémie, eh bien, ça a finalement donné lieu, à tout le moins dans la première vague de la pandémie, à un certain regain de dynamisme dans le cadre des relations intergouvernementales, à la fois horizontales, donc entre les provinces et territoires, et verticales, entre les provinces et le fédéral. Et ben, si la première vague me semble globalement bien réussie à ce niveau-là, je pense que par la suite, et même si on manque clairement d'informations concrètes pour pouvoir poser un jugement équilibré, nuancé là-dessus, parce que la teneur des relations intergouvernementales, c'est extrêmement opaque au public et donc on doit se fier uniquement à certains échos qui nous parviennent de différentes manières. Mais je pense qu'on observe quand même que depuis, je pourrais dire une quinzaine de mois, on observe quand même une dynamique où Ottawa semble retrouver un certain réflexe impérialiste en se présentant comme le partenaire senior face à des partenaires juniors qu'on retrouve dans les provinces. Et évidemment, l'exemple le plus récent et éloquent de tout ça provient de la gestion des fameux convois de la liberté, pour reprendre l'expression consacrée, après que le fédéral se soit justement caché derrière la Constitution pour justifier son inaction et son absence de leadership. Et je vois le temps passer déjà. Je vais passer maintenant à mon deuxième point, au dossier de la loi 21. Et ben, justement, pour ne pas parler trop longtemps, je vais surtout m'intéresser à la loi 21. Je conclurai très rapidement sur le projet de loi 96 et je laisserai mes collègues en parler. Et donc, en me préparant, j'ai intitulé ce segment, le deuxième segment, le dossier de la loi 21 vers une plus grande asymétrie constitutionnelle au Canada sur le territoire québécois, mais pas en faveur du Québec. Et je vais essayer de m'expliquer, mais avant toute chose, pour ce segment, je tiens à préciser encore une fois que je m'appuie ici essentiellement sur une analyse apparaître dans la revue Constitutional Forum, cette fois de plus écrit avec mon très cher collègue et néanmoins ami Dave Gannett pour reprendre la formule. Je pense que c'est peut-être François d'ailleurs que j'ai entendu cette formule la première fois. Je crois que tu faisais référence à Linda Cardinal, mais depuis, je l'utilise à bon escient. Bref, j'espère vous surprendre minimalement avec une analyse que je pense un peu originale à tout le moins. Et j'aimerais nous amener finalement à la focale de l'analyse des rapports de force Québec-Ottawa sur le terrain des tribunaux face au pouvoir législatif québécois. Donc, comme vous le savez, la loi 21 ou loi sur la laïcité bien, a rapidement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux et ça a donné lieu l'an dernier, le moment exact m'échappe, mais l'an dernier à une décision rendue par le juge Marc-André Blanchard du circuit de la Cour supérieure du Québec. Et étant donné l'invocation de la clause non-obstant par le législateur québécois, ce qui permet, je ne vous apprends rien ici encore une fois, mais de soustraire une loi provinciale ou encore fédérale, mais surtout provinciale dans la pratique, une loi provinciale de l'application des articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, eh bien, s'il voulait s'opposer, le juge Blanchard, à la loi 21, ou plus sérieusement à une partie de celle-ci, il devait quand même faire preuve minimalement d'imagination en raison de la clause non-obstant. Et donc, c'est finalement en s'appuyant sur, ici, le juge Blanchard, en s'appuyant sur la rationalité qu'on retrouve à l'œuvre dans une autre décision
récente rendue également par la Cour supérieure du Québec par rapport à la loi 40 qui était relative au dossier des commissions scolaires, que le juge Blanchard en est venu à invoquer l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés pour organiser la force normative de son argumentaire et ce faisant de reprendre l'argument clé en fait du plaidant, la English School Boards Association. Donc, en bref, ici, le juge Blanchard en est venu à la conclusion que la loi 21 ne pouvait pas s'appliquer aux écoles qui découlent de la English School Boards Association parce que, et je cite ici, selon la Cour suprême, les droits prévus à l'article 23 de la Charte participent au maintien et à la valorisation de l'instruction et de la culture de la minorité, tout en s'assurant que les besoins spécifiques de la communauté linguistique minoritaire constituent la première considération dans toute décision touchant des questions d'ordre linguistique ou culturel. Fin de la citation, c'est au paragraphe 991 du jugement du juge Blanchard. Donc, ce faisant, Blanchard s'appuie sur la jurisprudence qui découle, par exemple, de l'affaire Mahé contre Alberta ou Arsenault-Cameron contre Île-du-Prince-Édouard, quand il développe son argumentaire. Il en vient finalement à écrire, et je le cite à nouveau ici, j'ouvre les guillemets, sans nier ni diminuer le fait de la reconnaissance de la diversité culturelle et religieuse qui existe et se trouve valorisée dans le système d'éducation publique francophone. Le tribunal doit conclure que les commissions scolaires anglophones et leurs enseignants ou directeurs accordent une importance particulière à la reconnaissance et célébration de la diversité ethnique et religieuse. Fin de la citation, mais je poursuis tout de suite avec une autre. En fait, celle-là, c'est au paragraphe 983. La prochaine, paragraphe 993, il dit, et je cite, « Dans la mesure où une ou plusieurs commissions scolaires anglophones décident que leurs institutions d'enseignement désirent engager et promouvoir des personnes portant des signes religieux parce qu'elles considèrent que cela participe à promouvoir et à refléter la diversité culturelle de la population qu'elles desservent, l'article 23 de la Charte empêche le législateur d'obvier directement ou indirectement un tel objectif. » Fin de la citation. Ce faisant, il me semble que la décision du juge Blanchard contribue à renforcer l'idée que certains pouvoirs locaux, mais pas tous, car la même logique au final ne s'est pas appliquée au moment des fusions municipales, par exemple, il y a une vingtaine d'années, mais que certains pouvoirs locaux donc, ont une certaine autonomie face aux actions de l'ordre de gouvernement provincial, pourtant sont créateurs sur le plan constitutionnel. Et donc, en fait, si on retourne il y a 20 ans, on regarde la logique qui était à l'œuvre au moment de l'affaire Westmount contre Québec, lors de la Cour, avec la Cour d'appel du Québec, on écrivait plutôt que le Parlement et les législatures provinciales ont définitivement la capacité, dans le cadre de leur sphère de compétences respectives, d'imposer aux pouvoirs locaux leurs choix politiques. Et donc, alors que dans le dossier de la loi 40, puis avant ça, dans d'autres aussi, le législateur avait fait, ici, le législateur québécois avait fait le choix politique d'inscrire une asymétrie institutionnelle à son système de gouvernance en exemptant les commissions scolaires anglophones des réformes annoncées. Bien, cette fois, la décision du juge Blanchard va beaucoup plus loin parce qu'on vient en fait court-circuiter la capacité du gouvernement à intervenir dans ses propres champs de compétences en lui imposant légalement et non pas politiquement la logique d'une asymétrie institutionnelle à l'application des termes de la loi 21 adoptée par l'Assemblée nationale. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse pour autant parler du début de la partition du Québec, comme l'évoquait Antoine Robitaille dans une chronique du 23 avril dernier. Entre autres parce que le dernier mot n'a toujours pas été dit dans cette affaire qui traîne toujours devant les tribunaux. Mais chose certaine, si cette logique est mise en œuvre jusqu'au bout, c'est-à-dire si elle vient à être confirmée par les tribunaux supérieurs, mais clairement, on va assister à l'approfondissement considérable de la logique de l'asymétrie constitutionnelle sur les territoires du Québec, mais au dépend de la volonté du Québec et non pas en accord avec ses demandes multiples en la matière. Donc, par la salle des tribunaux plutôt que par l'arène politique, ça me semble consacrer une évolution quand même considérable dans le déploiement des rapports de pouvoir entre Québec et Ottawa. Et un mot finalement par rapport au projet de loi 96. En ce qui concerne ça, je vais conclure vraiment par un commentaire très bref. La proposition de notre collègue Patrick Taillon, je crois que je l'ai vu dans l'audience ici, et de son co-auteur, en aura surpris plusieurs lorsqu'elle a été présentée dans les médias, je crois au mois de décembre, je ne sais plus quand exactement, mais lorsqu'elle a été présentée, une chronique au devoir, suivie du chapitre paru dans l'ouvrage sur la réforme constitutionnelle dans tous ses états. Eh bien, ça en aura surpris plusieurs. Et moi, le premier, finalement, qui pourtant, avec François Rocher, étions présents à Bruxelles au printemps 2019 lorsqu'il a présenté pour la première fois les grandes lignes de son argumentaire, qui fut par la suite repris
par le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, avec le projet de loi 96. Et je termine avec une anecdote peut-être encore plus surprenante que cette surprise, et François pourra en témoigner. Il faisait si beau à Bruxelles au printemps 2019 que j'ai même attrapé un solide coup de soleil. Et pour celles et ceux qui connaissent un peu la Belgique, c'est effectivement quelque chose qu'on entend rarement lorsqu'on parle de Bruxelles au mois d'avril. Bon, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Puis on poursuit la discussion pour la suite. Merci beaucoup, Félix. Alors maintenant, je passe la parole à François. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi pour participer à ce panel. Je salue mes collègues, je salue aussi tous ceux qui prennent le temps de se joindre à nous pour participer éventuellement aux discussions qui vont suivre les présentations. Pour ma part, je me suis concentré sur la COVID-19 et j'ai intitulé ma contribution de la manière suivante: le fédéralisme canadien à l'épreuve donc de la COVID-19. Les provinces sont-elles immunisées contre la centralisation? D'une certaine façon, mes propos vont reprendre dans des termes différents certaines idées qui ont été avancées par Félix. Donc, la question principale est de savoir de quelle manière les interventions des deux ordres de gouvernement ont respecté ou non les principes du fédéralisme. On peut répondre à cette question en prenant en considération les deux axes qui renvoient aux principes centraux, finalement, des régimes fédéraux, à savoir autonomie des entités fédérées d'une part, c'est-à-dire le respect des préférences de celles-ci, le principe de non-subordination, c'est-à-dire de ne pas être inféodé à l'autre ordre de gouvernement, mais aussi le principe d'interdépendance qu'on peut comprendre sous les termes de la solidarité ou de la collaboration. Donc, il y a deux choses que j'aimerais faire dans ma présentation. La première, c'est de me pencher sur cette question-là, le respect ou non des compétences provinciales. Peut-être que mon jugement va aller un peu dans le même sens que Félix avec quelques bémols. Et j'aimerais aborder aussi un deuxième enjeu, qui est celle des incidences de la pandémie sur le dossier qu'on appelait à une certaine époque de l'unité nationale canadienne. Et je pense que là, il y a des aspects intéressants, à mon avis, qui peuvent être mentionnés. Donc, premier point, la pandémie et le fédéralisme canadien. Il me semble globalement que les principes du fédéralisme ont été, à quelques exceptions près, fortement respectés pendant la crise sanitaire, bien que le principe de collaboration n'ait pas été toujours au rendez-vous lorsque le gouvernement fédéral a pris des initiatives sans consulter ou être à l'écoute des provinces. Je vais donner quelques exemples. Donc, au chapitre de la diade autonomie-collaboration, le fédéral a adopté un train de mesures qui tombait dans ses propres champs de compétences et qui ont généralement été bien accueillis par les provinces et les territoires. Je soutiens que dans l'ensemble, l'équilibre des pouvoirs a été respecté, que les deux ordres de gouvernement donc, se sont limités à intervenir dans les domaines dans lesquels ils sont autorisés à agir. Je vais donner 5 exemples avec quelques bémols. En fait, évidemment, on parle de pandémie, de situation sanitaire importante et l'enjeu le plus important, c'est un enjeu de santé publique. Et donc, le fédéral en matière de santé a des pouvoirs relativement limités, somme toute, mais qui sont devenus plus importants en temps de pandémie. Par exemple, le ministère de la Santé est responsable de l'Agence de la santé publique du Canada, dont on a beaucoup entendu parler. Et par rapport à ça, on a observé une collaboration constante, je dirais presque exemplaire, avec les autorités provinciales pour évaluer l'état de la situation et s'assurer que les mesures étaient relativement bien coordonnées. Le gouvernement fédéral est aussi responsable de l'homologation et de la distribution des vaccins aux provinces et aux territoires à partir d'une réserve centrale. On le sait tous maintenant, on est tous devenus des épidémiologues et des spécialistes de la question. Et on sait qu'il y a eu par ailleurs des retards dans la réception des vaccins par les fournisseurs au début de 2021, pour lesquels Ottawa a été la cible de critiques, particulièrement de la part des provinces. Et là, je pense qu'il y a eu véritablement de l'eau dans le gaz, si on veut, c'est-à-dire qu'on n'a pas optimisé la possibilité de s'ajuster avec les provinces. Le Parlement fédéral a une compétence exclusive sur la quarantaine et les hôpitaux maritimes, dont on n'a pas vraiment entendu parler, les brevets, qui sont devenus très importants pour reconnaître certains vaccins, y compris pour les produits
pharmaceutique et la réglementation des médicaments. Et donc, on le sait, il a imposé une quarantaine, ce qui n'est pas quelque chose que j'avais connu dans ma vie, et des restrictions en matière de voyage. La loi prévoit que les polices provinciales et locales ont l'autorité d'appliquer la loi sur la mise en quarantaine. En fait, là-dessus, encore une fois, il y a eu de l'eau dans le gaz parce que l'Agence de santé publique du Canada, soutenue par la GRC, a été la principale responsable de la mise en application de la quarantaine. De telle sorte qu'en décembre 2021, la vérificatrice générale soulevait d'importantes lacunes dans le suivi et le confinement dans les hôtels. Puis, on notait aussi qu'on n'avait pas fait appel aux forces policières pour assurer le suivi des gens. C'était essentiellement le gouvernement fédéral qui l'a fait et qui l'a mal fait, nous disait la vérificatrice générale. Le gouvernement fédéral joue un rôle important dans le financement des soins de santé au Canada. Ottawa a transféré près de 4,3 milliards de dollars aux provinces pour les aider à faire face aux coûts en santé associés à la pandémie dans le cadre de l'accord sur la relance sécuritaire. Or, le financement des soins de santé a fait l'objet je dirais, de débats assez acerbes de la part des provinces et qui s'en sont encore une fois pris au gouvernement fédéral qui ne finance pas les soins de santé à la hauteur des attentes des provinces. Et la situation, en fait, n'a fait qu'exacerber ces tensions. Les provinces continuent à demander une hausse pour faire passer de 22 à 35 la contribution fédérale au financement global. Et donc, Ottawa continue à rejeter cette demande. Cette tension-là particulière, c'est quelque chose qui précédait la pandémie, mais je pense que la pandémie est venue jeter une lumière particulière sur le sous-financement de la santé de la part du gouvernement fédéral. Donc, ça, c'est un exemple. La santé, c'était vraiment une dimension centrale dans l'intervention du gouvernement fédéral. Je vais donner quelques autres exemples. Très rapidement, le soutien aux personnes sur le marché du travail. Donc, on se rappelle que, et je souhaite que personne n'en a eu besoin ici, mais on a adopté la PCU qui visait à fournir un soutien financier aux employés et travailleurs indépendants touchés par la COVID. Ça a pris fin en novembre 2021. Ça a été remplacé par un autre programme. Le Québec, ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que les provinces se sont ajustées à la PCU, c'est-à-dire qu'ils ont adopté leur propre programme d'aide, des primes aux travailleurs, si on veut, mais qui ne sont pas venus concurrencer en quelque sorte la PCU, mais qui sont venus combler des lacunes pour certains travailleurs qui rencontraient des problèmes particuliers. Évidemment, des préoccupations ont été exprimées à un moment donné par le milieu des affaires et même par certaines autorités provinciales, voulant que les prestations n'incitent pas certains travailleurs à reprendre leur poste ou à chercher un nouvel emploi. Et ça a pris du temps avant que le fédéral soit à l'écoute des provinces pour faire les ajustements qui s'imposaient à l'égard de la PCU. Donc, c'est vrai, Félix, qu'il y a eu de l'intergouvernementalisme, mais le fédéral mène souvent la barque toute seule, même si des voix discordantes viennent des provinces. On a adopté aussi une série de mesures de soutien aux personnes qui sont toujours en vigueur. Et ce qui est intéressant, parce que je suis allé vérifier, le gouvernement du Québec, sur son propre site Internet concernant l'aide pour les travailleurs, renvoie directement aux programmes fédéraux. Donc, si on va avoir accès aux programmes fédéraux, on peut passer par la plateforme Internet du Québec. C'est quand même assez remarquable. Mais dans l'ensemble, on peut dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les mesures fédérales et provinciales en matière de soutien aux revenus. On a adopté aussi des mesures de soutien aux entreprises qui ont été, encore une fois, complétées à certains égards par les gouvernements provinciaux. Donc, il n'y a pas eu concurrence, il y a eu plutôt ajustement de la part des provinces. Puis on se rappelle les promotions du Québec pour l'achat local, par exemple, mais ça n'entre pas en contradiction avec les mesures fédérales. Donc, encore ici, il n'y a pas eu de concurrence, ou en fait, je parle d'incompatibilité, mais on pourrait parler aussi, je pense que le terme est bon, entre les initiatives des deux ordres de gouvernement. On doit se rappeler que les provinces ont eu recours ponctuellement aux forces armées canadiennes. Donc, on a envoyé au début de la pandémie du personnel médical pour appuyer les établissements de soins de longue durée. Et
François Legault réclamait en juin 2020 1000 paires de bras provenant des Forces armées canadiennes. Puis on sait que les Forces armées ont été aussi appelées en renfort pour accélérer la campagne de vaccination de la 3e dose. Il y a eu des désaccords marqués entre le Québec et Ottawa, notamment sur la gestion des frontières et des aéroports. Le gouvernement fédéral a tardé au début à répondre à la demande du premier ministre du Québec de fermer les frontières pour mettre un frein à la venue des touristes étrangers. Il a fallu attendre janvier 2021 que le premier ministre Trudeau, pour que Trudeau donne suite aux demandes formulées non seulement par le Québec, mais aussi par l'Ontario, et a commencé à imposer des restrictions aux personnes qui souhaitaient à ce moment-là prendre des vacances dans les destinations soleil en prévision de la semaine de relâche. Donc, on voit qu'il y a quand même un décalage entre les souhaits exprimés par les provinces et la rapidité avec laquelle le fédéral peut répondre à ça. Il reste un potentiel, mon dernier point sur les relations fédérales-provinciales, c'est qu'il reste un potentiel de conflit grave, à mon avis, et d'empiètement en matière d'établissement de normes nationales concernant les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Le fédéral a fait l'annonce de sa volonté d'établir ces normes dans le discours du trône de septembre 2020, mais ce qui est quand même, je dirais, révélateur, c'est qu'aucune mention de cette intention n'apparaissait dans le discours du trône de novembre 2021. Donc, on ne sait pas trop quel est le statut de cette idée-là. À ma connaissance, le ministre Jean-Yves Duclos, qui est le nouveau ministre de la Santé, n'a jamais fait mention de ce projet d'établir des normes nationales. Et le premier ministre canadien n'en a plus du tout parlé depuis octobre 2020. Donc, mais ça reste une possibilité là, qui plane au-dessus de nos têtes. Donc, au final, les mécanismes des relations intergouvernementales ont généralement bien fonctionné, je dirais en décalage. La séquence n'est pas toujours optimale. La communication intergouvernementale a été dans l'ensemble assez efficace, avec une forte coordination, respect qui m'a étonné aussi de l'ordre fédéral actuel. Les ordres de gouvernement ont évité de saper les directives de santé publique émises par leur vis-à-vis, ce qui n'est pas rien quand même, donc il n'y a pas eu de dissonance de ce côté-là. Et les dirigeants fédéraux et provinciaux se sont publiquement engagés à collaborer de façon continue lors du redémarrage de l'économie et de la désescalade des mesures de santé publique. Et donc, bon, j'arrive à peu près au même point que Félix en conclusion, mais en passant par un chemin différent. Il me reste combien de temps, Geneviève? À peu près 3 minutes, 5 minutes? 5 minutes. OK. J'aimerais dire 2 mots sur la question de l'unité canadienne. D'abord, un aspect qui a retenu mon attention est l'incidence que peut avoir la pandémie au chapitre de l'unité nationale canadienne, pour reprendre une vieille expression. Pour l'essentiel, on voit confirmer les fractures préexistantes entre l'Est et les provinces des prairies, plus particulièrement en Alberta, où les mesures fédérales sont les moins bien reçues et où 48 des citoyens s'en disent insatisfaits selon un sondage léger réalisé à la mi-janvier 2022. La situation au Québec est différente. Au début de la pandémie, les Québécois appréciaient à un niveau plus élevé que les autres provinces les mesures qui avaient été mises en place pour combattre la COVID par leur propre gouvernement. Donc, au début du mois de janvier, ou à la mi-janvier 2022, selon toujours le même sondage, le taux de satisfaction à l'endroit de François Legault s'élevait encore à 65 %, et ce, malgré les cafouillages ayant marqué les restrictions mises en place durant le temps des fêtes, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne canadienne, qui est de 53 % pour les gouvernements provinciaux. Mais évidemment, quand on est rendu, en fait, Legault est rendu à 65 %. Il faut se rappeler qu'au départ, c'est-à-dire en mars ou avril 2020, il était quoi, à 93 % de niveau d'appui. Mais il reste que c'est un des premiers ministres pour lequel le niveau d'appui est encore le plus élevé.
après 2 ans de crise sanitaire, obtenir le 2/3 d'appui de la part de la population en soi, c'est un exploit. Les mesures prises par le gouvernement fédéral sont appréciées aussi par près de 63% des Québécois, ce qui demeure un score, je dirais, remarquable, bien qu'en déclin depuis 2 ans. Alors, donc, au Québec, 63% des Québécois sont plutôt satisfaits des mesures du fédéral, alors que dans le reste du Canada, c'est à 53%. Les intentions de vote au Québec pour le parti gouvernemental, le Parti libéral du Canada, se situent en ce moment autour de 32%, soit à peu près la même proportion que lors des élections fédérales de septembre 2021. Puis aussi, c'est à peu près dans les mêmes eaux que les scores que les libéraux avaient obtenus en 2015-2019. Et donc, finalement, la pandémie n'a pas aidé le parti gouvernemental. Par contre, les intentions de vote pour le Bloc québécois était en janvier à 35%. Donc, il se maintient encore une fois dans une zone relativement confortable. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la pandémie, contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, n'a pas changé, n'a pas fait bouger les plaques tectoniques, je dirais, des préférences partisanes. Par contre, le bilan du gouvernement fédéral en matière de respect de ses obligations à l'endroit des langues officielles a été problématique. Peut-être que Stéphanie va en parler, mais la réglementation et les pratiques qui sont passées systématiquement à l'anglais. Le fédéral, c'est-à-dire le ministère fédéral de la Santé a été reconnu, on lui a reconnu 2 infractions. Il a autorisé une exemption réglementaire sur l'étiquetage obligatoire bilingue de contenants de produits désinfectants et antiseptiques, puis aussi d'autres problèmes d'étiquetage. Un accroc linguistique qui avait été présenté comme provisoire et qui sera appliqué uniquement pendant la pandémie. Ça fait quand même 2 ans qu'on est en pandémie et que l'on a justifié par la demande sans précédent et l'urgence des besoins. En d'autres mots, quand c'est important et quand c'est urgent, le caractère du bilingue du Canada en prend pour son rhume. Le commissaire aux langues officielles fédéral, donc dans son rapport déposé en juin 2021, soulevait dans des termes un peu différents le même problème et il disait que ça avait servi de révélateur d'un problème qui est récurrent et qui est endémique au sein de la fonction publique fédérale. Ça ne fait que mettre en lumière quelque chose qui était tout à fait présent finalement depuis longtemps. Finalement, mon dernier point, il faut souligner à double trait, voire à triple trait, que le gouvernement fédéral n'a pas cru bon d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour justifier la mise en place de sa panoplie de mesures pour lutter contre la COVID-19. Il aurait pu l'invoquer ou il aurait pu invoquer un état d'urgence national, ce qu'il n'a pas fait, pour plusieurs raisons. Par contre, il a eu recours à la même loi dans un tout autre contexte, celui de la contestation des mesures sanitaires et des manifestations et occupations à certains postes frontaliers, ainsi qu'au pied du Parlement fédéral à Ottawa. La loi précise que le gouvernement fédéral a l'obligation de consulter les provinces avant qu'elles ne soient déclarées, avant qu'on déclare l'état d'urgence et, si la situation le permet, avant le dépôt de la motion de ratification. Elle indique, la même loi, que la capacité des provinces n'est pas entravée et qu'elle vise la concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée. Ça, c'est la lettre de la loi. La loi prévoit aussi que la motion devait être accompagnée d'un compte-rendu des consultations avec les provinces. Je suis allé lire le compte-rendu, puisqu'il a été déposé au moment de la présentation de la déclaration. Et quand on dit qu'il y a un compte-rendu des consultations avec les provinces, on s'attend à quelque chose qui ressemble à un compte-rendu des consultations avec les provinces. Mais le document, ce n'est pas ça qu'il fait. Alors, le document, qui compte peu de pages d'ailleurs, dit tel jour, le premier ministre a parlé avec un fonctionnaire du ministère de la Santé de telle province, et tel autre jour, il a parlé avec le premier ministre. Mais on ne sait absolument rien du contenu de la consultation ni des positions qui ont été prises par les provinces au moment de cette consultation-là. Donc,
Seulement, ça me semble un problème majeur dans la mesure où l'obligation de consulter les provinces et de rendre compte de cette consultation-là n'a pas été remplie, à mon avis, par le gouvernement fédéral, à moins d'avoir une lecture excessivement restrictive de ce qu'est un compte-rendu. Seulement 2 provinces, l'Ontario et la Colombie-Britannique, estimaient que le recours à la loi était justifié. Donc, il est, je pense, possible et même loisible de penser que la consultation prévue à la loi, c'est plutôt limité à informer les provinces des intentions du gouvernement fédéral. L'enquête qui devrait impérativement mettre en lumière comment le fédéral en est venu à considérer que la situation échappait à la capacité au pouvoir d'intervention des provinces devrait en dire plus sur la position de ces dernières. Sous l'angle du fédéralisme, il faut souligner que la capacité des provinces de surveiller ou de faire contrepoids aux parlementaires canadiens, comme on le pensait dans les écrits de mes collègues juristes qui ont analysé le projet de loi, c'est-à-dire la loi sur les mesures d'urgence, mais ce contrepoids-là est totalement inexistant. Tout comme la définition de l'état d'urgence n'est pas aussi restrictive que ce que plusieurs pensaient. En d'autres mots, la conclusion de tout ça, c'est que la définition et l'application des règles de la loi sur les mesures d'urgence est laissée à la totale discrétion du pouvoir exécutif et du gouvernement central. Et donc, le recours, en fait, c'est une situation d'exception, mais c'est une exception qui peut être facilement invoquée dans la mesure où on peut contrôler le Parlement. En conclusion, nous n'avons pas assisté à un rééquilibrage, évidemment, de la Fédération pendant la période de la pandémie. Et deuxième conclusion, j'aurais pu développer la première, mais j'en ai dit assez. La deuxième conclusion, c'est que le défi principal, me semble-t-il, a trait à la montée et à la popularité des mouvements populistes et d'extrême droite qui s'est cristallisé autour de l'opposition aux mesures sanitaires. Ces mouvements remettent en question le positionnement des partis aussi bien à l'échelle provinciale que fédérale. À terme, si ce phénomène prenait de l'ampleur, cela pourrait modifier la configuration des rapports de force au Canada et affaiblir aussi bien les gouvernements fédéraux et provinciaux et remettre en bout de piste en question l'équilibre fédéral actuel. Merci. Merci beaucoup, François. Alors, Stéphanie, je te passe la parole. Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci premièrement aux organisateurs, au CRIDAC et à la version UQACienne du CRIDAC en particulier d'avoir pensé à m'inviter pour cet événement et à mes 2 collègues d'avoir en fait battu déjà beaucoup de terrain. Je vais essayer de ne pas les répéter. Donc, je vais tenter de présenter un point de vue hors Québec sur certains des enjeux qui ont été cernés par la conférence d'aujourd'hui. Je comprends que mes 2 collègues se œuvrent aussi hors Québec, donc je ne prétends aucunement avoir le monopole sur cet aspect-là de la discussion. Donc, si vous avez des choses à rajouter, je serai très certainement tout oui. J'aimerais commencer par offrir une pensée vers l'Ukraine aujourd'hui. Lorsqu'on voit la souveraineté d'un peuple complètement nié, menant déjà à des milliers de morts, nos petites batailles juridictionnelles au Canada prennent soudainement un air assez banal. Je vous avoue que j'ai trouvé assez difficile de décrire la communication d'aujourd'hui durant les derniers jours, lorsqu'on a sur tous nos écrans les horreurs d'une guerre qui est en train de se dérouler. Mais on peut peut-être puiser un peu d'espoir dans l'hymne national ukrainien. L'Ukraine n'est pas encore morte, donc solidarité d'une petite nation à une autre. Donc, c'est vrai que les relations intergouvernementales au Canada sont toujours un sujet de contention, comme c'est le cas d'ailleurs dans à peu près toutes les fédérations. Ce qu'il y a de particulier au Canada, toutefois, et ça fait tellement partie de notre paysage qu'on a tendance à l'oublier, mais on ne retrouve pas nécessairement cet aspect-là dans toutes les fédérations, c'est qu'au contentieux juridictionnel et financier s'ajoute un aspect identitaire qui vient teinter certains débats d'une façon particulière. Et parmi les 3 cas de figure dont on nous a demandé de discuter aujourd'hui, soit la crise de la COVID-19, la loi 21 et la loi 96, le premier est d'ordre du ressort plutôt juridictionnel, alors que les 2 derniers sont principalement de l'ordre identitaire, bien que les questions de compétences, évidemment, fassent partie du débat.
Donc, la crise de la COVID-19, comme mes collègues, m'a semblé être l'un de ces moments-là où le Québec est aussi provincialiste que les autres provinces, c'est-à-dire qu'on a collectivement découvert des zones grises dans les responsabilités provinciales et fédérales en matière de santé, en particulier en situation d'urgence, urgence non avouée du point de vue législatif, comme on en a déjà parlé. Je crois qu'à cet égard-là, le gouvernement fédéral a quand même tenté de ménager ses ardeurs, alors que plusieurs auraient aimé et poussé à Ottawa à ratisser plus large dans son champ d'action. Nombreux ont été les critiques du manque de leadership du gouvernement Trudeau, mais il m'a surtout semblé que du point de vue d'Ottawa, on tentait de ne pas marcher sur les plates-bandes des provinces. Et ça a mené à des cafouillages, des ratés, des frustrations, mais d'un autre côté, une collaboration entre la santé publique fédérale et les provinces qui tentaient d'administrer leurs propres compétences chacun de leur côté. Il y a toutefois une exception claire à cette observation-là, et on l'a déjà mentionné, c'est la promesse effectuée par le Parti libéral aux dernières élections de mettre en place un programme afin de nationaliser les standards de soins dans les foyers de soins de longue durée. Cette mesure était une réponse, il faut quand même le voir, à l'hécatombe dans les foyers pour aînés au Québec, mais aussi en Ontario durant la première vague de COVID-19. Et bien que cette promesse-là n'ait fait que très peu de vagues dans le reste du pays, la réponse du premier ministre Legault à cet effet-là a été rapide et elle a été cinglante. Sa position publique à l'égard des dangers d'un gouvernement libéral à Ottawa durant la dernière campagne électorale était assez claire, merci. Et d'ailleurs, comme l'a dit François tout à l'heure, on se demande d'ailleurs où en est cette promesse qui a été un peu laissée de côté depuis le jour du dernier scrutin. Dans la foulée de la crise, il y a aussi eu l'enjeu du financement des systèmes de santé provinciaux qui va revenir, qui existait avant la crise et qui va demeurer central, je pense, notamment dans le cadre de forums intergouvernementaux comme le Conseil de la Fédération. Et ici encore, le Québec va être une province parmi 10 à réclamer un investissement supplémentaire important de la part du gouvernement fédéral. Un aspect d'ordre intergouvernemental tout à fait différent et franchement intéressant à noter toutefois à l'égard du Québec durant la crise de la COVID-19, c'est que par le truchement du Secrétariat québécois aux relations canadiennes, bonjour, je sais que vous êtes quelques-uns à être parmi nous aujourd'hui, Québec a publié un guide COVID à l'intention des francophones hors Québec. Au moment où, comme l'a dit François, les francophones hors Québec sonnaient l'alarme quant au manque d'informations en français de la part du fédéral, mais aussi de leurs provinces respectives. Le Québec a fait preuve d'un leadership quand même remarquable en fournissant de l'information à jour en français sur les mesures sanitaires en vigueur. À cet égard-là, à l'égard des manquements, à l'égard des langues officielles, et des services en français au niveau fédéral et dans les provinces. J'ai écrit un petit article avec Martin Normand, publié dans la Revue canadienne de sciences politiques, qui s'intitulait « Talk COVID to me ». Sur la loi 21, le gouvernement fédéral a jusqu'à maintenant décidé de garder sa proverbiale poudre à canon sèche du point de vue juridique, préférant ne pas intervenir dans le processus judiciaire qui suit son cours. Dans les 2 dernières élections fédérales, on a vu les chefs des différents partis jouer à la patate chaude un peu avec la loi 21, le seul osant réellement décrier cette loi publiquement étant Jagmeet Singh, le chef des néo-démocrates. De confession sikh et portant fièrement le turban, il aurait été très difficile pour M. Singh de rester à l'égard de ce débat-là et une prise de position tiède de sa part lui aurait vraisemblablement coûté des appuis au sein de la gauche canadienne-anglaise. Il a cependant payé assez cher cette incursion sur le territoire politique québécois. Suite à l'élection de 2019, son caucus québécois est passé de 16 membres à un seul. Et 3 ans plus tard, c'est toujours Alexandre Boulris qui fait cavalier seul en tant que représentant du Québec au sein du caucus néo-démocrate. Avec le changement de garde au Parti conservateur du Canada qui se profile dans les prochains mois, la donne pourrait changer quant à la rhétorique du point de vue fédéral à l'égard de la loi 21. On se souviendra, il y a quelques mois, que certains personnages politiques du Canada anglais avaient commencé une levée de fonds pour soutenir les détracteurs de la loi 21 devant les tribunaux. Parmi ceux-ci, on retrouvait M. Patrick Brown, l'ancien chef des progressistes conservateurs en Ontario, qui s'était fait montrer la porte quelques mois avant l'élection de 2018 pour être remplacé par Doug Ford, et qui est désormais maire de Brampton.
et qui s'adonne aussi à être quelqu'un qui se dirait tenté par la course à la chefferie conservatrice fédérale, selon les dernières nouvelles. Même si M. Brown décidait de ne pas se lancer dans la course, j'ai bien l'impression qu'on puisse s'attendre à un changement de discours sur le Québec depuis l'expulsion d'Erin O'Toole. Il faut quand même constater que c'était le chef le plus québécophile que le parti avait vu depuis longtemps. Ses positions sur la place du français et des langues officielles au Canada étaient assumées. Son remplaçant, que ça soit un candidat de la trempe réformiste comme un Pierre Poilievre ou encore une chrétienne traditionnaliste et unilingue par-dessus le marché comme une Leslyn Lewis, pourrait signaler un changement de ton significatif de la part du Parti conservateur du Canada à l'égard de la loi 21 et à l'égard du Québec, à généralement parler. Il n'est pas surprenant de voir le caucus québécois chez les Bleus tenter de trouver un candidat de centre-droite pour offrir une compétition sérieuse durant la course à la chefferie. Les Alain Reyes et les Gérard Deltel de ce monde savent très bien que si le parti effectue un virage vers la droite dure, ce qui impliquerait semblablement un durcissement du ton du parti à l'égard d'enjeux comme la loi 21, leur siège serait en danger au prochain scrutin. J'allais parler de l'article 23, mais je crois que Félix a vraiment fait bien le tour de cet enjeu-là par rapport à la dernière décision devant les tribunaux. Mais je rajouterais une chose, c'est que en francophonie hors Québec, l'arrivée de l'article 23 dans la dernière décision sur la loi 21 a vraiment surpris. On se demande si ça ne vient pas gâcher ou diluer certains principes fondamentaux à l'égard des droits linguistiques qui ont été reconnus à coup de chaude lutte de la part des francophones hors Québec depuis l'adoption de la Charte en 1982. Donc ça, c'est un élément en particulier qui inquiète, je pourrais dire, chez les francophones hors Québec. Sur le dossier de la loi 96, donc c'est un dossier qui est d'un caractère un peu différent que les deux derniers du fait que la langue est une compétence accessoire dans le cadre de la Fédération canadienne, ce qui veut dire que les deux ordres de gouvernement sont parfaitement en droit de légiférer dans le domaine linguistique dans leur propre champ de compétences. Ça n'empêche pas les autres parties prenantes de la Fédération d'avoir des opinions sur ce que font leurs voisins, mais il demeure que c'est une compétence ad hoc. Et à cet égard-là, la loi 96, étrangement, n'a pas fait couler autant d'encre qu'on l'aurait pensé lors de son dépôt à l'extérieur de la province de Québec. Les questions linguistiques au Canada ont toujours un potentiel explosif. Personnellement, je me suis mis un doigt dans l'œil, je m'attendais à une réaction bien plus sévère du Canada anglais à la vision d'un Québec qui renforce la loi 101, une loi qui est mécomprise, mais néanmoins généralement honnie dans le reste du Canada. Par le passé, lorsque le Québec montrait ses muscles nationalistes ou semblait toucher à tout acquis législatif ou institutionnel de sa minorité anglo-québécoise, le Canada anglais ne tardait jamais à venir à la défense de cette dernière et parfois à faire subir les contre-coups à ses propres minorités francophones. Or, à part quelques éditoriaux tièdes, le dépôt de cette loi-là est passé largement sous silence à l'extérieur du Québec, malgré certains enjeux très réels qu'elle présente pour les droits des Anglo-Québécois, entre autres dans le domaine de l'accès à la justice en anglais au Québec et dans le domaine des pouvoirs de perquisition octroyés à l'Office québécois de la langue française. Du point de vue juridictionnel, il y a ici un bras de fer assez intéressant entre Québec et Ottawa, en particulier dans le domaine de la langue de travail. La loi 96 stipule que les entreprises de compétences fédérales seraient appelées à se conformer aux dispositions de la Charte de la langue française. Le Québec, à mon avis, je n'ai pas demandé au ministre moi-même, mais j'ai l'impression qu'il sait très bien qu'il tente là d'agir à l'extérieur de son champ de compétences. On a surtout l'impression de témoigner à un bras de fer, un jeu de surenchère entre le ministre Jolin Barrette et, à ce moment-là, la ministre Joly, à un moment où l'enjeu de la fragilité du français au Québec était un élément chaud dans l'actualité. Et justement, Ottawa cherche aussi à moderniser sa loi sur les langues officielles depuis maintenant plusieurs années, me direz-vous. En février de l'année dernière, la ministre des Langues officielles, Mme Joly, déposait son livre blanc sur les langues officielles, une espèce de ballon, si vous voulez, pour tester quelques grands principes, quelques grandes idées, en attendant un projet de loi en bonne et due forme. Au cœur de ce livre blanc, on retrouvait le principe de l'égalité réelle, un principe qui existait dans l'application de la loi sur les langues officielles depuis belle lurette,
mais qui, pour la première fois, était rendu explicite. On avoue ouvertement que le français a besoin d'être mieux soutenu que l'anglais au Québec et à l'extérieur du Québec. On est donc prêt, du côté du gouvernement fédéral, à reconnaître explicitement une asymétrie dans le traitement des langues officielles. Là aussi, une surprise. Les réactions ont été assez positives, même au Canada anglais. Que ce soit du fait que la majorité comprend enfin la réalité de la minorité et fasse soudainement preuve d'une grande bienveillance jamais vue auparavant, j'en doute un peu, ou du fait que cette nouvelle-là se soit un peu noyée dans l'urgence sanitaire, avec le résultat que seules les parties prenantes principales aient pris conscience de ce qui se passait. Le résultat reste le même. Le gouvernement fédéral se place non en porte-à-faux, mais en accord, à tout le moins sur les principes, avec plusieurs demandes du Québec. Demeure bien sûr la question de la juridiction, mais on s'entend sur le fait que le français doit être soutenu, et ce, même à l'intérieur du Québec. À cet effet-là, il y a un développement intéressant qui est survenu dans les 24 dernières heures et soudainement apparu hier soir dans l'agenda législatif fédéral, un projet de loi intitulé, et je vous le cite, « Loi modifiant la loi sur les langues officielles et dictant la loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétences fédérales et apportant des modifications connexes à d'autres lois. » Pour ceux et celles qui ont suivi la saga du livre blanc joli du projet de loi C-32 qui est mort au feuilleton, qui a été déposé à la 11e heure en juin dernier, et qu'on compare avec ce projet de loi-là, et je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'ai pas vu le projet de loi, mais on se rend compte que, à tout le moins, ce ne sera pas le projet de loi qu'on a vu en juin dernier qui va être déposé probablement la semaine prochaine à la Chambre des communes. Il semblerait ici qu'on a d'une part, pris en compte la décision Fédération des francophones en Colombie-Britannique qui a été émise par la Cour d'appel fédérale il y a 2 semaines, je pense, où justement cette question-là du droit de travailler dans la langue officielle de son choix dans les entreprises de compétences fédérales était au cœur de cette décision-là, et où l'enjeu de la partie 7 de la loi sur les langues officielles, donc ça, c'est la partie la plus nébuleuse de la loi, si je peux dire, où on reconnaît le besoin et la responsabilité du gouvernement fédéral de soutenir la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire qui était en jeu. On se rend compte qu'on a pris acte de cette décision-là, si on en croit le titre de la loi qui sera déposée. Donc, c'est un sujet qui est à suivre, mais où, de toute évidence, puisqu'on parle directement dans le texte de loi là, de la langue de travail dans les entreprises de compétences fédérales, le bras de fer entre Québec et Ottawa sur cet enjeu-là va se poursuivre. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, il nous reste une grosse demi-heure là, pour la discussion, pour les questions. Donc, je vous invite à signaler votre intérêt à faire un commentaire ou poser une question en levant la main ou en me transmettant votre question dans le chat parce que je peux la lire pour le bénéfice de tout le monde. Et d'ailleurs, Camille vient nous mettre un mot dans le chat, suggérant d'utiliser la fonction « lever la main » dans le menu réaction pour qu'on vous donne la parole. Alors, la parole est à vous. Je peux peut-être y aller d'un commentaire ben oui, en attendant que quelqu'un y arrive. Deux petites réactions peut-être d'entrée de jeu. François a mobilisé un cadre conceptuel analytique qu'il a développé. Je ne sais pas s'il avait déjà été publié ailleurs, mais moi, je me souviens l'avoir lu. Je crois que c'est dans le Fédéralisme canadien contemporain, livre de 2006. C'est un cadre théorique extrêmement pertinent pour analyser une foule de dossiers. Je suis super content que tu l'aies repris ici, mais pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, retournons-y, faisons-en bon usage, parce que comme pour aujourd'hui, je pense que c'est super pertinent, en fait, les 4 cadrans que ça donne ici pour analyser une foule de situations. Je retiens aussi la formule des relations intergouvernementales qui ont bien fonctionné, mais en décalage. Je pense que c'est la bonne formule pour
en résumé, dire ce qui s'est passé. Je poursuis ici. En fait, parce que c'est impossible d'être en désaccord avec Stéphanie lorsqu'elle dit par rapport à l'annonce de la loi 21, il y avait des élections qui s'en venaient. Il y a uniquement Jack Mitzing du NPD qui s'est effectivement prononcé clairement à l'encontre de celle-ci. Et dans les autres cas, pas du tout. Pour Erin O'Toole, finalement, ça a été d'une évidence qu'il allait la soutenir parce qu'il voulait à tout prix ne pas perdre de vote au Québec. Non seulement on comprend que d'un point de vue moral, déontologique, pour lui, il était sans doute d'une certaine manière en accord, mais aussi pratico-pratique avec la clientèle électorale qui est si changeante au Québec. On voulait mettre toutes les chances de son côté d'aller en chercher plus ici. Et du côté du Parti libéral de Justin Trudeau, c'est peut-être lui ici qu'on voit que c'est effectivement vraiment l'appât du gain à court terme dans l'élection fédérale qui allait arriver, qui a prévalu, parce que si on regarde au niveau de la logique idéologique de Justin Trudeau, il aurait dû déchirer un nombre incroyable de chemises sur la place publique pour s'opposer à ce projet de loi-là, alors que finalement, il a dansé ici et là qu'il pouvait s'y opposer moralement, mais qu'il laissait le Québec agir ici. Et on a donc cherché encore une fois à ménager la chèvre et le chou pour ne pas se mettre à dos une portion de l'électorat au Québec qu'on considère comme étant fondamentalement nécessaire pour ne pas reculer dans le nombre de sièges qu'on peut aller chercher au Québec, mais en même temps pour ne pas trop étirer l'élastique avec sa base partisane, chercher également à montrer que moralement il s'y opposait, mais qu'il laissait les tribunaux faire le travail ici, ce qui était une réponse politique extrêmement facile pour lui qui contribue malheureusement, encore une fois, à une judiciarisation de débats éminemment politiques ici. Et François, tu veux réagir? Bon, oui. Deux mots sur la loi 21 que j'aurais pu aborder, mais en fait, on ne peut en parler sous l'angle des relations fédérales, provinciales qu'à travers ce que les tribunaux en disent. Parce que manifestement, cet aspect-là appartient davantage à l'autorité des gouvernements provinciaux. Mais ce n'est pas ça que je veux souligner ici. Peut-être Patrick pourrait ajouter quelque chose là-dessus. Mais j'ai fait une étude sur la réception de la loi 101 dans les journaux canadiens entre le moment du dépôt et le moment de l'adoption. Et en fait, la loi 21 est venue confirmer la fracture entre le Québec et le reste du Canada sous l'angle de sa culture politique. On en était presque à faire référence à l'idée mise à jour de Priest-Ridden Society, c'est-à-dire tournée essentiellement sur elle-même. J'ai aussi participé à plusieurs débats. C'est facile maintenant parce qu'on peut le faire à partir de chez soi, peu importe où est le chez soi. Mais c'était assez fascinant de voir que quand on abordait la loi 21, qui n'était pas toujours le centre de la discussion, au Canada anglais, on dit la loi 21, la loi raciste et discriminatoire de la loi 21. Et ça passe, je veux dire, c'est même pas remis en question. Je veux dire, c'est comme quelque chose qui s'inscrit dans la même phrase. Et cette idée-là, je pense qu'elle est maintenant cristallisée au Canada anglais. L'étude que j'avais faite sur la réception par les journaux s'intéressait à la dynamique, je dirais, discursive du dénigrement systématique, qu'on pourrait qualifier de Québec bashing, mais que j'avais requalifié de manière un peu plus scientifique avec des critères de francophobie systémique. Mais c'était là, c'est-à-dire qu'on se sert de la loi 21 pour qualifier une société, la société québécoise, et c'était vraiment très présent dans les journaux, la société québécoise, elle est raciste, elle est discriminatoire, elle est fermée sur elle-même, il n'y a rien à faire. Ils sont dans un univers qui est même antidémocratique. En fait, j'ai entendu ça dans un cénacle d'universitaire en disant que la démocratie fonctionne bien partout au Canada, sauf au Québec, la preuve étant la loi 21. Donc, je pense que ça ne joue pas beaucoup sur les relations entre Ottawa et Québec, sauf sous l'angle de la dynamique partisane, comme l'a évoqué Félix. Mais ça vient, je dirais, approfondir la césure entre le Québec français et puis le reste du Canada. Merci François. Stéphanie, voudrais-tu réagir?
Non, je pense que c'était des remarques tout à fait opportunes. Bon, il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat, mais je n'ai pas le... Ah oui, Jean-Noël Bérubé. Donc, Jean-Noël Bérubé voudrait savoir quelles sont les garanties constitutionnelles qui font que dans le contexte de la loi 21 et du projet de loi 96, la démocratie sera maintenue et qu'aucune dérive constitutionnelle ne survienne un jour. Alors, je ne sais pas à qui il faut adresser la parole, la question. Là. Commençons peut-être par Félix, ensuite François, puis peut-être Stéphanie. Si ça vous va? Oui. Mais je pense qu'ici, de parler de... C'est parce que les termes sur lesquels la question est fondée demeurent sujettes à interprétation multiple, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une définition assez consensuelle de ce qu'on entend par garantie constitutionnelle. Est-ce qu'on est sur le terrain plus politique ou juridique ici, mais également ce qu'on entend par démocratie sera maintenu, parce qu'on peut avoir différentes conceptions de la démocratie qui peuvent emmener différents jugements à cette question-là. Peut-être la réponse plus large, parce que je n'ai pas de réponse précise à offrir ici, mais la réponse plus large d'un point de vue politologique serait de ramener la discussion sur le terrain de la distinction entre légalité et légitimité. Je peux faire référence, par exemple, au dernier livre publié par Alain G. Gagnon aux Presses de l'Université Laval, Le choc des légitimités, qui tisse vraiment cette trame narrative, cette trame analytique-là, en soulignant, puis peut-être je peux donner un exemple. Peut-être c'est plus facile d'avoir une réponse brève à ce sujet-là en prenant un cas extérieur au nôtre et de l'appliquer dans ses conclusions à notre cas. On peut prendre le cas très simple de celui, pas simple, mais très éloquent de celui de la Catalogne et de l'Espagne dans les tentatives récentes d'organiser des référendums sur l'indépendance de la Catalogne 2014-2017. Mais à ce moment-là, ultimement, on repose typiquement sur un choc, un conflit de conception de ce qu'est la légitimité par rapport à la légalité, c'est-à-dire que la Constitution espagnole de 1978 va avoir été adoptée dans un contexte donné de légitimité qui va avoir insufflé la légalité de ce document-là. Les communautés historiques, notamment la Catalogne, entendaient ici que leur autonomie allait être dynamique, graduelle, allait pouvoir la renégocier à travers le temps. Dans les rapports de force, pour reprendre la trame narrative d'aujourd'hui, tout au long des années 80-90, ça n'a pas fonctionné pour la Catalogne, tout simplement parce qu'à Madrid, on est en mesure de former des gouvernements de coalition sans avoir à recourir à la Catalogne. À partir des années 2000, ça a été possible. Nouveau statut d'autonomie, on l'adopte démocratiquement, etc. Mais il est contrevenu. Le tribunal constitutionnel en 2010, dans une décision, dit non, ce n'est pas possible finalement d'augmenter votre autonomie et d'être considéré comme une nation avec un N majuscule, parce qu'une seule nation avec un N majuscule dans la Constitution espagnole qui est permise, etc. L'unité indissoluble du démos espagnol. Pour toutes ces raisons-là, justement, on montre que les Catalans avaient une conception de la légalité qui devait s'appuyer sur une légitimité dynamique qui allait être renégociée et qu'ici, Madrid s'appuie sur la légalité qui est fondée sur la légitimité inscrite en 1978. Et donc, ces termes-là évoluent. Et d'un point de vue politologique, c'est difficile d'en arriver à une réponse évidente, finale par rapport à une question aussi large que ça. Et même si, effectivement, la loi 21, je reviens à la question précise, la loi 21, les contestations finissent et qu'on la maintient pour l'essentiel et que pour le projet de loi 96, on l'établit et que par miracle, il n'y a aucune contestation judiciaire, ça ne veut pas dire que dans 5 ans, 10 ans, ça n'arrivera pas. Et tout ça va évoluer au gré de l'évolution non seulement des rapports de force Québec-Ottawa, mais également de la présence dans la société civile d'acteurs qui vont décider d'intervenir. Stéphanie faisait référence à ses maires. Ici, mon maire à Winnipeg a également envoyé 200 000 $ pour contester la loi 21, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus urgents à gérer dans une ville comme Winnipeg où le taux d'itinérance infantile le plus élevé au Canada, en tout cas, une foule d'enjeux qui sont beaucoup plus urgents à traiter selon moi. Je m'arrête ici. Et Stéphanie? Oui, ce que je voulais dire en réponse à M. Bérubé, c'est, puis là, c'est ma propre interprétation de sa question, aucune dérive constitutionnelle et que la démocratie sera maintenue. Dans le contexte où on a des contestations judiciaires de lois comme la loi 21 ou la loi 96, ce qu'on a vu les tribunaux faire par le passé, la Cour suprême en particulier, a été assez sensible à faire ça dans à peu près toutes les contestations, notamment à l'égard de la loi 101 depuis le début des années 80, c'est que la Cour va
s'appuyer en premier lieu sur la Charte québécoise des droits et libertés des citoyens avant de s'appuyer sur la Charte canadienne des droits et libertés pour donner une légitimité supplémentaire à ces décisions, pour démontrer et tenter de contrecarrer un discours qu'on entend souvent provenant d'une certaine frange nationaliste au Québec, que la Cour suprême est en train d'écraser la démocratie québécoise et d'imposer des valeurs canadiennes sur une population qui n'a jamais signé la Constitution de 1982. Donc, la Charte québécoise, bien qu'elle n'ait pas le statut constitutionnel de la Charte canadienne, est très, très souvent mobilisée par les tribunaux dans ces contextes-là pour justement soutenir la légitimité de la décision judiciaire. Merci, Stéphanie. François, veux-tu ajouter quelque chose? Très rapidement, mais en fait, on vit dans une démocratie constitutionnelle. Et donc, la constitutionnalité des lois, elle est en quelque sorte en bout de piste déterminée, avalisée par les tribunaux. Et le fait de renverser certaines dispositions législatives doit pas nécessairement être interprété comme un déni de démocratie, mais comme un ajustement nécessaire. Parfois, ça a aidé certaines minorités, d'ailleurs, de manière assez importante. J'ajouterais qu'à la fois pour la loi 21 et pour le projet de loi 96, on a fait appel aux clauses dérogatoires. Donc, et ça, c'est une façon d'affirmer la prépondérance, finalement, de la volonté des élus sur une interprétation possible des tribunaux concernant certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés qui touchent les droits de la personne. À l'exception, évidemment, des articles à caractère linguistique qui ont un statut supérieur dans la Charte canadienne. Là, je ne sais pas comment ça va jouer par rapport à la loi 96, mais je pense qu'on a délibérément inclus des articles dans la loi 96 comme celle concernant les employés qui travaillent pour des entreprises à charte fédérale, dans l'espoir que ça va être porté devant les tribunaux. Tout comme dans la loi 101, on avait délibérément mis des dispositions qui ont été invalidées par la suite par les tribunaux. Et on le faisait consciemment, notamment quand on avait déclaré que le français était la langue officielle de l'Assemblée nationale. Ça contrevenait à l'article 133 de la Constitution canadienne. Ça n'a pas été long que les tribunaux l'ont renversé. Mais ça, c'est en fait, parfois, on se sert du politique pour faire des... En fait, on se sert des dispositions législatives qu'on sait qu'elles vont être déclarées ultra-virès pour faire des gains politiques. C'est parfois un jeu dangereux, mais il reste que ça fait partie du raisonnement à l'occasion. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Moi, j'avais levé la main. Oui, pardon, Gérard, je ne t'avais pas vu. Vas-y. Non, mais je pense que... En tout cas, ma question s'adresse peut-être plus à François Rocher, peut-être aussi à Félix, mais je ne voudrais pas bâillonner Stéphanie non plus. Mais si jamais la Cour suprême, la décision de la Cour suprême ferme toutes les voies juridiques au Québec, et qu'à ce moment-là, tout ce qui reste, c'est la voie politique, comment est-ce qu'on peut entrevoir la réaction du gouvernement de François Legault dans une situation comme ça? C'est-à-dire que le jugement Blanchard a été porté en appel. Et donc, si jamais on étend l'interprétation possible, ou on restreint plutôt l'utilisation de la clause dérogatoire, là, à la fois pour la Charte canadienne et la Charte québécoise, là, ça me semble être un renversement de l'ordre constitutionnel au Canada. La clause ou l'article 33, quand on le lit, il n'y a pas de limite à ça. Ça reconnaît la suprématie parlementaire dans certaines occasions. Et si les tribunaux la restreignent, je pense qu'on va assister... en fait, c'est difficile de prévoir, mais je dirais à une indignation absolument sans précédent, ou à une indignation qui peut prendre les allures de celles qui ont marqué la mort de l'accord du lac Meech. Hein? Et là, on ouvre... en fait, c'est un tipping point, comme on dit en anglais. C'est un point
tournant dans la dynamique politique. Et comment Legault réagirait? François, excuse-moi, tu réfères à la mort du lac Meech. Tu pourrais penser aussi à ce qu'on a appelé à l'époque la nuit des longs couteaux, où là, les Québécois étaient furieux. Et finalement, c'est l'évêque qui les a calmés. Puis, bon. Oui, mais en fait, c'est parce que la nuit des longs couteaux, c'est pas comparable parce que c'est arrivé 2 ans après, ou même un an après, un an et demi après l'échec référendaire de 1980. On n'était pas dans la même dynamique politique, puis le rapport de force était, je dirais, renversé en faveur du gouvernement fédéral. Puis, je peux comprendre la réaction de l'évêque à ce moment-là, mais alors que Meech, c'était différent parce que c'était la ronde du Québec avec des demandes que tous les constitutionnalistes considéraient comme, en fait, les demandes plutôt banales, plutôt minimales, si on veut, et même ce qui était considéré comme étant peu attrayant pour, je dirais, les nationalistes et les indépendantistes. Ça a été rejeté par le reste du Canada. Ça n'a pas passé du tout. Et je pense qu'on peut assister à quelque chose qui ressemblerait à ça. Peut-être pas, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on aille dans ce sens-là. On ne verrait pas une réaction plus nationaliste, plus contestataire de la part de Legault? Oui. Une étincelle qui pourrait rallumer le souverainisme. Ben oui, d'une certaine façon. Je veux dire, Bourassa, s'il avait voulu, il aurait pu faire l'indépendance du Québec. Oui, mais il n'a pas voulu. Alors, est-ce que il n'a pas voulu. Mais Legault, je avis? pense qu'il n'y a pas la même sensibilité que Bourassa. Bourassa, c'était un funambule. Et puis, alors que Legault bon, je simplifie, m'a plus l'air d'un taureau. C'est-à-dire que il va foncer dans le tas. Ah, ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'il va faire beaucoup. Alors, je n'ai pas à répondre à ma question. Peut-être que Félix veut prendre la parole. Oui, ben, je peux peut-être compléter ici. Évidemment, on n'a personne ici de boule de cristal pour dire voilà ce que fera le cas échéant François Legault devant une situation hypothétique, mais la question, ça demeure pertinent pour un peu imaginer différents scénarios. Je pense effectivement qu'il serait plus du style taureau que funambule ici, pour reprendre la métaphore de François, notamment parce qu'il peut compter sur un taux de popularité qui est encore très conséquent, qui pourrait même considérablement augmenter si jamais ce choc, ce conflit politique était mis au grand jour. Il y aurait différentes cartes qui pourraient essayer de jouer. La première, qui ne me semble pas typiquement associée à son caractère, serait celle d'entreprendre, de dire, bon, mais faisant écho à la théorie du dialogue constitutionnel ici, de dire, bon, mais qu'est-ce qui a chopé, qu'est-ce qu'on peut peut-être minimaliser pour sauver l'esprit ici? On pourrait peut-être revenir, si on parle de la loi 21, à un certain compromis Bouchard-Taylor dont vous n'êtes pas étranger ici. Peut-être que ça pourrait être une manière d'y aller. En même temps, il a tellement mis de son capital politique par rapport à ça que peut-être qu'il serait davantage prompt à rentrer dans le tas et justement dire il faut qu'il y ait quelque chose de plus qui bouge. Quelles seraient les répercussions politiques et légales concrètes de ça? Ça demeure très incertain. Mais je pense effectivement que de ce qu'on en comprend, il serait moins prompt à minimaliser ou à nuancer certaines des positions déjà prises que de renforcer sa posture politique initiale ici. Ça reste à voir, mais c'est un peu mon interprétation qui va dans le même sens que celle de François. Puis juste avant de passer la parole à Stéphanie ou encore à François-Olivier, j'ai vu qu'il avait levé la main. Patrick Taillon mettait dans le chat ici, peut-être en lien avec ce qu'on a déjà abordé par rapport au devoir de consultation dans l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Il amenait la précision, il dit lorsqu'on regarde l'article 3 de la loi, il cite ici, il faut que la condition échappe à la capacité au pouvoir d'intervention des provinces. Puis je suis tout à fait d'accord, puis j'avais remarqué ça ici. Par contre, un peu dans le sens de ce que François a déjà dit, ultimement, politiquement, ça semble être totalement du ressort du cabinet du premier ministre, du bureau du premier ministre, de dire, ben voici, on considère qu'on a consulté parce qu'on est entrer en contact avec cette personne-là et comment est-ce qu'on interprète la capacité relative d'une province à faire face à ça? Est-ce que Ottawa est en mesure de décider unilatéralement si elle est en mesure, la province ou non d'intervenir, d'avoir la capacité de le faire? Mais si Ottawa peut le faire tout seul, eh bien, le devoir de consultation
demeurent, somme toute, de faible envergure normative, moins encore, j'oserais dire justement que le devoir de consultation eu égard aux populations autochtones auxquelles tu faisais justement référence aussi dans le commentaire. Merci Félix d'avoir relayé le commentaire. Stéphanie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, bien, en fait, il y a deux possibilités pour qu'on clarifie cet élément-là, je pense, de la loi sur les mesures d'urgence. D'une part, on sait qu'il y aura une enquête qui sera déclenchée probablement dans le courant de la semaine pour justement faire la lumière d'une part sur comment est-ce on est arrivé à invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour un convoi de truckers, mais pour aussi voir, moi je ne serais pas surprise en fait de voir des recommandations d'amendement, puisque l'utilisation de cette loi-là pour la première fois depuis 1988 a démontré qu'il y a des zones grises, il y a des brèches dans cette loi-là à colmater. D'autre part, il y a une contestation de la part de l'Association canadienne des droits et libertés civiles. Et je ne serais pas surprise de voir certaines provinces comme l'Alberta sauter dans le tas par rapport à cette contestation-là aussi. Donc, si ça ne vient pas d'un amendement législatif, j'ai l'impression que de la part du juridique, il y aura une possibilité là, d'avoir une clarification de, entre autres, qu'est-ce que ça veut dire cette consultation des provinces. Merci beaucoup, Stéphanie. On va y aller avec la question de François Olivier, qui sera probablement la dernière. Oui, je serai bref. Merci à tous les trois pour vos présentations. Moi, je suis loin d'être un spécialiste du fédéralisme canadien. Je suis historien, mais j'ai quand même été frappé par un élément de continuité dans vos trois présentations. C'est la résilience du fédéralisme en contexte de crise. J'ai même noté, là, François, tu as parlé d'un respect surprenant de l'ordre fédéral. Donc, j'aimerais vous entendre, moi, sur cette capacité autorégulatrice du fédéralisme canadien. Est-ce qu'il y a une particularité, en fait, de la nation canadienne ou du fédéralisme canadien là-dedans, ou c'est quelque chose qui est pour vous intrinsèque à un système fédéral? Je pose la question en sachant aussi que ça n'a pas bien été pour tous les systèmes fédéraux ou décentralisés dans le monde. Je pense aux États-Unis, à l'Italie, qui n'est pas nécessairement une fédération, mais qui est quand même un régime décentralisé. Puis on sait que dans les régimes plus décentralisés, la gestion de la COVID a été compliquée. Mais vous semblez faire un constat différent pour le Canada. Et je me demandais si, qu'est-ce que ça dit de la nature du fédéralisme canadien? Merci. Une bonne question, François-Olivier. On est revenu à un des grands classiques de François Rocher tantôt dans le fédéralisme canadien contemporain. Je rappellerai un autre des grands classiques de l'étude du fédéralisme au Canada qui est Semenin et Robinson, qui nous rappellent toujours que dans le fédéralisme, il y a la structure, mais qu'à l'intérieur de la structure, il y a les agents et les acteurs. Et je pense que le contexte des dernières années, notamment le fait que le gouvernement fédéral faisait face à une table au Conseil de la Fédération qui était assez réfractaire, pour ne pas dire réticente, agressive vis-à-vis du gouvernement fédéral, a eu beaucoup à voir avec ce respect-là des juridictions durant la crise de la COVID-19. C'est-à-dire que si M. Trudeau avait fait face à une majorité de premiers ministres libéraux qui auraient été, disons, moins primes à protéger leur propre plate-bande, parce que là, on avait le Québec qui avait la position habituelle du Québec, mais on avait aussi d'autres premiers ministres qui avaient dit non, point barre, à l'évocation de la loi sur les mesures d'urgence plus tôt durant la pandémie, un Doug Ford et un Jason Kenney notamment. Si ces acteurs-là n'avaient pas été là, je pense qu'on aurait pu avoir un constat très différent à la fin de la crise actuellement. En fait, ma lecture est un peu différente. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de la loi sur les mesures d'urgence où il faut faire appel à l'incapacité des provinces d'agir. Alors, dans le domaine de la pandémie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'incapacité du gouvernement fédéral d'agir qui a été déterminante. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que fait Ottawa, en fait? Il a joué le rôle de fournisseur de médicaments. Hein, il a centralisé l'achat, puis l'homologation, si on veut, la validation des vaccins. Mais les services sont rendus par les provinces. Ce
que le fédéral a fait, c'est d'apporter des mesures d'appui, puis de transférer quand même pas mal d'argent dans les coffres des gouvernements provinciaux pour faire ce qu'ils devaient faire, puis les mesures qu'ils devaient mettre en place. Donc, le fédéral a été en appui bien souvent. C'est lui qui a adopté un certain nombre de mesures structurantes pour le soutien aux revenus à la fois des individus et des entreprises. Mais pour ce qui est de la pandémie elle-même, c'est-à-dire système de santé et tout ça, le fédéral ne peut rien faire. Il ne contrôle rien. Et donc, il étant un peu obligé de respecter les compétences provinciales, eût-il voulu faire autre chose qu'il aurait été dans l'incapacité d'y arriver? Alors que dans d'autres fédérations, avec lesquelles je suis moins familier avec l'Italie, ou là où ça s'est moins bien passé, mais il faut voir qui fait quoi. Et les hôpitaux, sauf les hôpitaux militaires et maritimes, c'est de compétence provinciale. La même chose pour les établissements de soins de longue durée. Tu as beau établir des normes, elles devront être... en fait, c'est les provinces qui vont devoir les mettre en place ou les respecter ou non. Puis on sait ce que ça veut dire des normes au Canada, hein, quand on regarde la loi sur la santé. Elles sont plutôt vaguement définies, puis elles sont relativement faciles à rencontrer. Félix? Oui, je complète là-dessus. En fait, justement, pour répondre à la question précise de François, lui, ces temps-ci, ces derniers jours, on a aussi ressorti la carte. Est-ce qu'avec les convois, etc., est-ce que c'est la fin de l'exceptionnalisme canadien? Bon, c'est quelque chose qui a beaucoup circulé dans la littérature à différents moments. Et qu'on pourrait appliquer au débat ici. Mais dans tous les cas, je pense que ce n'est pas d'aucune utilité pour répondre à ton questionnement. Il y a deux variables, en fait, qui sont vraiment fondamentales. La première, c'est la nature du partage des compétences, comme disait François Rocher. La deuxième, un peu plus dans le sillage de ce que Stéphanie avançait, c'est la nature et l'état des forces politiques et partisanes en place au moment où la pandémie est intervenue. Et la conjonction entre ces deux-là explique que les provinces ont eu le gros bout du pavé pendant la majeure partie de la gestion de la pandémie en comparaison avec d'autres systèmes. François parlait de l'Italie. Des régions, par exemple, au nord, le Tyrol du Sud, que je connais mieux, gérait particulièrement bien la pandémie par rapport au reste de l'Italie. Pour autant, a été mis sous tutelle de Rome dès la première vague parce qu'on voulait standardiser, uniformiser l'ensemble. Ça demeure un État unitaire, régional en voie de fédéralisation, mais quand même, il y a ce ressort-là. Mais on peut regarder du côté de l'Espagne, de la Bosnie-Herzégovine, un peu partout. Le Canada a été particulièrement résilient au niveau du partage de ses compétences, notamment parce qu'on n'a pas invoqué de telles lois sur les mesures d'urgence. Puis, Stéphanie parlait du Conseil de la Fédération. Je pense que dans un premier temps, il a assez bien fonctionné pour permettre de mettre de l'avant un message concerté entre un front des provinces, des territoires vers Ottawa. Par contre, en cours de route, ça a complètement foiré, notamment en raison de ce qui s'est passé ici même au Manitoba où je me trouve, parce que la présidence du Conseil de la Fédération revenait à Brian Pallister, qui a démissionné, mais qui, dans les faits, a été poussé à l'extérieur de son leadership alors qu'il avait un mandat majoritaire jusqu'en 2023. Ça a enclenché une course au leadership. Et dans ce contexte-là, le sommet qui devait être tenu en octobre dernier à Winnipeg du Conseil de la Fédération a été remplacé cette fois-ci par un simple courriel. Et donc, finalement, le rapport de force, je pense qu'il n'a pas été aussi soutenu qu'il aurait pu l'être. Et bien, ça va être très intéressant de voir pour la suite des choses à quel point les provinces vont être en mesure de maintenir un tel front commun, notamment pour exiger des transferts plus élevés en matière de santé. Maintenant que les élections fédérales ont été passées, on pensait que ça allait de l'avant. Finalement, c'est plus compliqué. Donc, on voit que l'évolution des rapports de force demeure au centre de toute analyse pour comprendre tout ça. Mais effectivement, il y a une résilience des principales institutions fédérales au pays. Quelque chose qu'on n'aurait pas nécessairement pu prévoir d'un point de vue purement théorique sans connaître le contexte précis. Merci beaucoup, Félix. Donc, c'est Félix qui a eu le mot de la fin. Je vais vous remercier tous les trois d'être venus enrichir nos perspectives sur ces enjeux. On est très contents de vous avoir accueillis dans le cadre de nos activités. Camille a déjà mis dans le chat l'annonce de notre prochaine activité, mais de manière plus générale, sur le site du CRIDAC, vous pouvez suivre toutes les activités qui sont organisées soit par le CRIDAC directement ou par les différentes antennes. Merci à tous ceux qui faisaient partie du public. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci aux panélistes. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.